Alors, pour ma part, donc, je travaille dans une entreprise qui est une entreprise délégataire dans les C2E. Vous allez voir après quel est l'intitulé d'une entreprise délégataire. Et donc, je travaille dans ce milieu-là et j'accompagne beaucoup d'architectes dans le cadre de rénovation. Un des premiers principes fondateurs des C2E, c'est qu'on est toujours sur de la réhabilitation et jamais sur du bâtiment neuf. Alors, pour commencer, donc, voilà. Comme je vous le disais, en termes de définition historique, on verra après le fonctionnement, le bilan, et après on pourra mettre en pratique certains exemples. Et comme je vous l'ai dit, ça sera de façon très exhaustive. Alors tout d'abord, je vous propose de regarder cette vidéo qui reprend, comme je vous le disais, de façon très synthétique, tous les éléments qui concernent le secteur des certificats d'économie d'énergie. L'État français a voté la loi 2005 qui propose notamment un dispositif. Je crois qu'il y a eu un souci au niveau du... Le principe est d'inciter entre autres des entreprises ou des collectivités à réaliser des travaux en obligeant certains acteurs du domaine de Oui, je pense qu'il y a un petit souci. Il faudrait peut-être la relancer parce que c'est en train de... Ouais, ça bug un peu. Au niveau de la vidéo? Oui. Ah, décidément. C'est bizarre, tout à l'heure, tout marchait très bien. Bah oui, c'est ça. C'est toujours ça. Quand on fait les tests, tout fonctionne très bien. Hop, je vais reprendre. l'État français a voté la loi 2005. On n'entend pas le son, en fait. D'accord. C'est bizarre. Tout allait très bien tout à l'heure, évidemment. Bah, sinon, je vais l'expliquer de visu, hein, ça sera plus simple. Je vais essayer une dernière fois pour voir si ça marche. Là. Je vais lancer juste ça. Si je mets tout mon écran, je pense que ça devrait bien marcher. Allez, dernier essai. L'État français a voté la loi 2005 qui propose notamment... C'est le son qu'il n'y a pas. Non, toujours pas. En fait, on voit bien l'animation, mais il n'y a pas le son. Enfin, le son, on entend très peu, en fait. Alors, je vais essayer quelque chose parce que je n'ai pas partagé le son de mon ordinateur. Ah, peut-être, c'est peut-être ça. J'ai vu ce... L'énergie et le climat, l'État français a voté la loi POP en 2005, qui propose notamment un dispositif appelé Certificat d'économie d'énergie, CEE. Le principe est d'inciter entre autres des entreprises ou des collectivités à réaliser des travaux pour faire des économies d'énergie en obligeant certains acteurs du domaine de l'énergie, qu'on appelle des obligés, à les financer. S'ils ne le font pas, ils s'exposent à des pénalités financières. Ces travaux peuvent être l'installation d'une ligne de production moins gourmande en énergie ou la pose de matériaux isolants. Lorsqu'elles souhaitent réaliser ce type de travaux, les entreprises ou les collectivités sont généralement accompagnées par une société spécialisée dans le conseil en économie d'énergie. Celle-ci fait des préconisations sur les caractéristiques des travaux à réaliser. Une fois les travaux effectués, elle transmet les justificatifs des travaux au Pôle national des certificats d'économie d'énergie. Le pôle délivre un CEE pour l'économie d'1 kWh CUMAC, c'est-à-dire cumulé et actualisé. Cumulé car cela prend en compte l'économie d'énergie réalisée pendant toute la durée de vie du nouveau matériel installé, et actualisé car cela prend également en compte son usure et donc sa perte d'efficacité énergétique. Chaque type de travaux, comme la pose de matériaux isolants, équivaut à un nombre défini de certificats. Les CEA sont ensuite vendus sur le marché des certificats, qui est le lieu où s'échangent les CEA, aux obligés, tels que des fournisseurs de gaz ou d'électricité.
les obligés vendent de l'énergie, plus ils doivent accumuler de certificats selon des quotas fixés par l'État. L'argent issu de la vente est reversé aux entreprises et aux collectivités afin de financer une partie de leurs travaux. Pour se procurer ces certificats, les obligés peuvent également financer directement des travaux. Dans ce cas, ils peuvent s'appuyer sur l'expertise d'une société spécialisée en économie d'énergie pour les préconisations sur les travaux à réaliser et le dépôt du dossier au pôle national. L'obligé récupère alors directement les CEA sans passer par le marché. Les certificats d'économie d'énergie instaurent un véritable cercle vertueux lorsque l'action conjointe des obligés et des sociétés spécialisées dans le conseil en économie d'énergie aide les entreprises et les collectivités à réduire leurs factures énergétiques. Voilà, donc j'espère que vous avez pu voir la vidéo avec l'image et le son cette fois-ci. Donc voilà, ça reprend un petit peu tous les acteurs différents qu'ils vont avoir dans le cadre des C2E. Et donc pour nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cadre de l'architecture, ça va être la partie donc à la fois pour la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Que vous soyez d'un côté ou de l'autre, bien évidemment, les certificats d'économie d'énergie sont un moyen que vous pouvez utiliser. Donc, comme il était indiqué dans la vidéo, l'histoire, la genèse des C2E, ça vient de la loi POP, donc qui a été faite en 2005, et son but était de vraiment limiter les gaz à effet de serre. On a pu voir, grâce à des études récentes, que ça a plutôt bien marché. Ensuite, il y a différentes autres lois qui ont continué à se faire au fur et à mesure des années, donc 2010 et 2015 pour les TECV, les territoires économiques forte value, je ne me souviens plus exactement du terme. Et ensuite, donc, vous allez retrouver au sein de ces différents acteurs donc, la politique des C2E qui va vous permettre donc, de pouvoir limiter cette consommation et surtout, comme la fameuse phrase de l'ADEME l'indique, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Donc, le but étant de limiter vraiment la consommation et on va pouvoir voir cela de façon assez pragmatique. Par exemple, dans le sud, nous sommes dans une zone H3, puisque les C2E sont divisés dans différentes zones thermiques, que vous utilisez aussi pour d'autres éléments. Et donc, on va pouvoir prendre en compte des énergies de chauffage dans le sud de la France, mais elles vont être beaucoup moins bien valorisées que si on prenait les mêmes unités de chauffage, mais dans le nord de la France, par exemple à Paris. Donc, vraiment, le but étant de limiter les GES et donc de limiter la consommation d'énergie. Par exemple, la climatisation, notamment dans le sud de la France, n'est pas prise en charge dans le cadre des C2E. Alors, pour revenir au niveau de la définition même, donc comme on vous l'a expliqué, ce qui correspond à un C2E, c'est vraiment une unité économisée finale. Donc concrètement, pour prendre le cas le plus simple, que ce soit une ampoule à incandescence qu'on va remplacer par une ampoule LED ou une vieille chaudière qu'on va remplacer par une chaudière à double condensation, le but étant, c'est de pouvoir limiter un maximum l'énergie qui va être utilisée dans le temps. Donc si aujourd'hui, je fais le choix de mettre une ampoule LED ou si je fais le choix de mettre un matériel plus performant pour chauffer, et bien à ce moment-là, je vais non seulement économiser de l'énergie demain, mais pendant tout un nombre d'années qui va être calculé via des fiches, je reviendrai là-dessus par ailleurs. Et donc tout cela donne un certain nombre de kilowattheures cumulés et actualisés. Donc c'est l'unité qu'on utilise dans les C2E, qui est le QMAC. Et donc concrètement, quand on va changer par exemple 10 ampoules, on va dire qu'on va économiser 100 kW QMAC. C'est cette énergie qu'on va valoriser ensuite au travers d'un montant sonnant et trébuchant et qui va nous permettre d'avoir de l'argent. Donc, si demain je change 10 lampes incandescence par 10 lampes LED, je vais peut-être pouvoir générer une énergie finale qui va être économisée et une fois qu'elle sera valorisée de façon monétaire, elle va avoir un coût. Donc, ça va permettre d'avoir une action sur le ROI, le retour sur investissement de ce changement, de ces travaux. Vraiment, l'intérêt du certificat d'économie d'énergie, il est là. Donc, il se calcule via des formules qui ont été mises en place par les différents acteurs qui ont mis en place le C2E. Et les C2E sont un bien qui est dit meuble, ça veut dire qu'il s'échange comme tout bien meuble sur une bourse. Et la bourse des C2E qui est dit EMI, qui est le site qui va gérer les achats et les reventes de C2E. Donc, quand je dis bien meuble, c'est-à-dire qu'il est très fluctuant. On peut avoir un C2E qui peut être à 5 € par exemple aujourd'hui et demain il pourrait très bien être à 8 ou à 2. Il n'y a aucune certitude quant à la finalité du cours du C2E. Il est fluctuant comme sur une bourse. Pour reprendre les différents
point sur lequel on va pouvoir avoir une action dans le cadre des C2E. Donc là, c'est vraiment l'aspect synthétique. Donc bien évidemment, tout ce qui est fenêtre, parce que là, on va avoir des déperditions énergétiques, tout ce qui est centrale flux d'air et autres sur la partie air renouvelé, où là aussi, on a des grosses déperditions. Et vous notez que les plus grosses déperditions sont sur la toiture, 25 à 30%, et sur les murs. Et c'est bien pour ça que vous allez avoir, notamment dans le cadre de l'isolation de la toiture, le plus de valeur qui va être donnée à ces travaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec des travaux qui sont financés à 100%, car ils permettent réellement de faire une très grosse économie en termes de déperdition énergétique. Et donc, vous allez retrouver l'ensemble des autres postes, sachant qu'à chaque fois qu'on est sur du certificat, on raisonne ce qu'on appelle du poste par poste. Donc, vous allez avoir l'isolation ensuite des planchers bas, tout ce qui va concerner la thermie. Mais comme je vous l'indiquais, ceci est vraiment un tableau synthétique, car nous allons pouvoir ensuite travailler sur bien d'autres postes qui sont beaucoup plus larges que le spectre d'une maison traditionnelle. Donc, la fameuse phrase de l'ADEME, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas, qui est vraiment le vecteur du C2E. Alors, on va reprendre les différents acteurs. Donc, le C2E, comme je vous le disais, ce dispositif, il marche de la simple et unique façon que les obligés, qui sont les vendeurs d'énergie, de type Total, Auchan, Carrefour, ont une obligation de réaliser justement une économie. C'est très simple, s'ils ne respectent pas cette obligation, donc par exemple, on va dire qu'ils ont une obligation de 100 térawatts d'économie, en QMAG, bien évidemment, à la fin de la période, parce qu'on va voir qu'on va fonctionner par les périodes, ils auront une amende. Donc, cette amende va les inciter très fortement à réaliser des travaux sur le secteur français, car le C2E est purement franco-français comme dispositif, et va donc les amener à faire des travaux qui vont leur permettre de pouvoir récupérer ces certificats d'économie d'énergie et donc de remplir leurs obligations et donc par là même de ne pas avoir de problème au niveau de la fin de la période et donc d'avoir des problèmes de taxes qui sont très chers. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a un C2E qui vaut entre 6 et 8 euros pour un obligé. Si demain, il ne respecte pas ses quotas à la fin de la période qui aujourd'hui est à fin 2021, il va payer 15 euros. Donc, il a tout intérêt à faire le travail sur le terrain pour pouvoir valoriser des C2E qui lui coûteront moins cher que s'il paye une taxe auprès de l'État français. Ensuite, on a donc les délégataires. Alors, les délégataires, comme je vous l'ai expliqué, je fais partie d'une entreprise délégataire. C'est des entreprises qui sont spécialisées dans le dispositif et qui gèrent, donc qui aident à gérer les entreprises, à permettre de faire leurs objectifs. Concrètement, il y a 2 points sur une société délégatrice. D'une part, elle va avoir une délégation d'une entreprise, type Total, EDF, Engie, tout acteur ou obligé qui lui a fait confiance pour lui permettre à cette entreprise de faire des C2E pour elle. Et après, il y a une notion très importante qui est une sécurité et surtout une confiance qui peut être faite à cette entreprise parce qu'elle a déposé un dossier auprès de l'État pour pouvoir être nommée délégataire. Et on va pouvoir le valider très simplement. C'est qu'au début de la période, donc 2007-2008, c'est le tout début des C2E, on avait plus de 160 acteurs qui se disaient être délégataires. Aujourd'hui, ils sont environ 23. Donc, ce qui vous donne un petit peu le coup de balai qui a été fait pour avoir vraiment des acteurs sérieux qui peuvent accompagner à la fois les entreprises et aussi les obligés dans la réalisation de leurs objectifs. Ensuite, on a bien évidemment les bénéficiaires les plus importants qui sont tout parti, donc vraiment que ce soit du particulier, du professionnel, de l'industrie. Il faut savoir que tout le monde a le droit au C2E aujourd'hui, qu'importe quel est son statut clair. Que ce soit des propriétaires, des locataires, absolument tout le monde peut avoir accès à cela. Il faut regarder comment ça se monte en fonction des opérations que vous souhaitiez faire. Après, on a des éligibles. Alors, c'est des acteurs qui sont un peu particuliers. Ça va être notamment les bailleurs sociaux, l'ANA et les collectivités locales qui ont la possibilité de pouvoir eux-mêmes générer des C2E et donc de pouvoir les vendre sur la plateforme EMI, sachant que sinon, aucun des autres peut faire de la sorte. Et puis, bien évidemment, après, dans le cadre de toutes les personnes qui travaillent autour, vous avez les fournisseurs d'équipements, tout ce qui est installateur, bureau d'études, voilà, toutes les personnes de près ou de loin qui peuvent faire des C2E, mais qui vont passer soit par un délégataire, soit par un obligé en fonction du besoin d'accompagnement qu'ils ont pour réaliser leurs travaux et surtout l'investissement dans le cadre des C2E. Ensuite, on va voir les acteurs institutionnels. Donc, comme je vous le disais au début, c'est une loi POP qui a mis en place les C2E, mais le dispositif est privé. Ça veut dire que c'est l'État qui oblige un organisme privé, les obligés, à mettre en place ces économies d'énergie.
Et donc, il le fait via des acteurs institutionnels. Donc, le PNC2E, le Pôle national des certificats d'économie d'énergie, il est là pour valider tous les dossiers qu'on lui envoie. Donc, concrètement, tant que ce soit une entreprise délégatrice ou des obligés, on va envoyer des dossiers auprès du Pôle national des C2E et ils vont mettre leur tampon pour valider que les dossiers qu'on leur envoie sont valides, bien évidemment, qui correspondent à tous les différents critères. On y reviendra par la suite, l'éligibilité qui est faite sur du matériel. Et donc, elle va apposer son tampon et elle va, à partir de ce moment-là, créer les C2E. Il faut bien noter que les C2E ne sont créés que réellement après l'atterrissage des travaux. Et après l'atterrissage des travaux, ils sont envoyés au pôle, pas avant. C'est un point très important à prendre en compte. Ensuite, on a l'ADEME, donc qui, elle, bien évidemment, est au centre du dispositif, qui aussi lève beaucoup de fonds avec des programmes, le programme FAIR, que vous avez certainement entendu, et qui permet aux particuliers, notamment, de pouvoir accéder à pas mal de choses au niveau des C2E. Après, on a une association qui est l'AT2E, une association technique d'économie d'énergie, qui, elle, est en charge de pouvoir actualiser, surtout de pouvoir légiférer avec l'État et l'ADEME sur les nouvelles fiches et les propositions de fiches. Je vous expliquerai par la suite qu'une bonne partie des C2E sont générées grâce à des fiches d'opérations standardisées, et que celles-là sont générées par l'État avec l'aide de l'AT2E et de l'ADEME. Ensuite, le dernier acteur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la plateforme EMI, c'est ce qu'on appelle la bourse. Comme le C2E est un bien meuble, il s'échange sur cette plateforme d'enregistrement des C2E. Tout le monde peut aller sur la plateforme EMI et regarder comment s'échangent les C2E et aujourd'hui, quels sont les cours qui sont pratiqués en fonction des deux types de cours, qui sont le cours forward et le cours spot. Je reviendrai par la suite si vous avez des questions par rapport à ça. Aujourd'hui, le prestataire de cette plateforme est la société PowerNext, pour information. Alors, si on devait résumer en 5 points, en 5 questions-réponses, alors les dispositifs des C2E, pourquoi? Comme je vous l'ai expliqué, c'est pour réduire les gaz à émissions de serre, diminuer notre énergie aux dépendances fossiles, aux énergies fossiles. Pour qui, comme je vous le disais, ça s'adresse à absolument tout le monde, tant que vous êtes sur du résidentiel, que vous êtes sur du bâti tertiaire, de l'industrie, de l'agriculture, des transports, vous avez des fiches C2E qui vont s'attacher à pouvoir générer des économies d'énergie sur l'ensemble de ces secteurs. Comme je vous le disais, ça s'adresse bien évidemment à tout maître d'ouvrage, particulier, institutionnel, public, privé. Tout le monde peut bénéficier des C2E, à condition bien sûr de rentrer dans ce cadre-là. Alors, comment on fait? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, via des fiches d'opération standardisées. Et c'est grâce en respectant justement ces critères techniques qui sont indiqués sur les FOS qu'on va pouvoir valoriser et pouvoir changer, entre guillemets, une valeur qui est du QMAC, du kilowatt, en sonnant et trébuchant avec de monétaire. Donc, 100 kilowatts égale, par exemple, 6 € de participation. Et cela est financé, comme je vous le disais, par les vendeurs d'énergie, les vendeurs de fuel, qui ont des objectifs et qui sont donc appelés les obligés. Ils doivent, en fin de période, valider et justifier auprès de l'État qu'ils ont bien respecté leurs objectifs. Donc, pour finir, comme je vous le disais, concrètement, les C2E permettent de faire une économie réelle, tant au niveau de l'aspect monétaire, puisque quand vous valorisez des C2E, vous allez toucher de l'argent, et surtout, ils permettent de faire réellement une avancée dans le cadre de la transition énergétique. Voilà, maintenant on va rentrer un peu dans le détail des C2E. Donc, je vous parlais tout à l'heure du fonctionnement par rapport aux différentes périodes. Donc, comme vous le voyez, le premier, là où ça a commencé à être enregistré, donc au niveau de 2006, vous avez une première période où vous n'avez que 54 terawatts d'obligations. Donc, concrètement, vous voyez au niveau du prix du C2E, on va s'échelonner entre 0 et 3 € du C2E. Et au fur et à mesure des périodes, par exemple, la deuxième période, donc on va avoir 460 Tera qui vont être mis en place. Mais comme les périodes durent 3 ans, les obligés vont réaliser assez rapidement leurs objectifs. Et donc, on va avoir une catastrophique baisse du niveau des C2E fin 2014-2015, dans lequel les C2E va passer à 1 € dans le cadre du secteur. Et enfin, la troisième et quatrième période. Donc, la troisième période a permis réellement d'avoir un marché un peu plus à maturité. Et la quatrième période qui a fait aussi naître ce qu'on appelle les C2E précarité. Donc, précarité, c'est les personnes qui sont dites en précarité énergétique. Donc, aujourd'hui, le seuil de mémoire est à 21 000 € pour un revenu fiscal. Et cela va permettre pour certains bailleurs sociaux, notamment et pour des précaires, de pouvoir avoir des augmentations et des bonus quant au calcul des C2E. Donc, tout cela va nous permettre, pour avoir la dernière période, qui est celle dans laquelle on est aujourd'hui, d'avoir un objectif de 1600 Tera
Et donc concrètement, aujourd'hui, cette période a été rallongée d'1 an parce que les obligés n'arrivent pas à atteindre les objectifs qui ont été donnés. Et il faut savoir que cette dernière année a eu aussi un paquet au niveau de l'objectif qui est le même, donc qui va rajouter 400 Tera en plus. Donc on risque d'avoir toujours une grosse pression au niveau du prix des C2E. Pour vous donner un petit ordre d'idée, fin 2018, on était environ à 5 € le mégawatt QMAC, et aujourd'hui, on oscille entre 6 et 8 € suivant sur quel marché vous êtes situé. Donc, vous avez vraiment une tendance à la hausse, et le début d'année 2020 nous confirme que le C2E reste toujours très haut. Alors, on peut se demander jusqu'où va aller ce prix, et je peux vous répondre dès à présent que de toute façon, il n'ira pas plus haut que 12-13 €, sachant que je vous ai indiqué tout à l'heure en préambule que la barrière, elle était de 15 €, parce que c'est ce que devait payer en termes de taxation au niveau de l'État les obligés. Donc concrètement, si demain on se rapproche d'un prix à 12-13 €, va se poser très vite la question pour un obligé de est-ce qu'il va faire le nécessaire pour pouvoir mettre cela en place, c'est-à-dire des grosses actions, des gros investissements sur le terrain, ou est-ce qu'il va payer tout simplement la taxe de 15 €. Et donc concrètement, on sait que le prix du C2E médian entre 6 et 8 € est aujourd'hui le prix du bon C2E entre guillemets, qui n'est pas trop près de 15 €, mais qui est bien évidemment pas trop faible, ce qui permet de réellement avoir une incidence notoire quand on finance des travaux. Alors, je continue justement ce que je vous disais au niveau du prix des C2E. Comme vous le voyez, il est vraiment très fluctuant, surtout au niveau des premières périodes, mais il était assez peu mis. Alors là, vous voyez, on parle souvent de C2E au prix du méga ou de kilowatt. Quand on parle en kilowatts, on va être à 0,01, par exemple 0,6 ou 0,65 aujourd'hui. Et quand on parle en méga, c'est les prix que vous avez en général entendus. On est à 6, on est à 7 ou on est à 8 € du mégawatt QMAC. Bien évidemment, c'est toujours le mégawatt QMAC qui compte. Vous voyez en vert à la fin, ça c'est la partie précarité, parce que le C2E précarité a été fait que pour la dernière période, donc qui s'appelle la P4. Donc, vous voyez comment le prix du C2E a augmenté, comme je vous le disais aujourd'hui, pour être à plus de 6 €. Alors, comment fonctionnent concrètement les C2E et comment on peut y avoir accès? Donc, 90% des C2E se font via des fiches d'opérations standardisées. Donc, elles sont définies par arrêté, par l'État. Vous avez des calculs, on le verra par la suite, je vous montrerai des exemples qui vous permettent de calculer, ben voilà, j'ai 1 mètre carré d'isolant à positionner en toiture en faisant du rampant. Si je suis à Montpellier ou si je suis à Paris, le nombre de mètres carrés et l'ensemble, par exemple, dans le cadre de l'énergie qui va être utilisée, est-ce que ça va être une énergie électrique ou une énergie combustible, on va avoir à la fin un nombre de kilowatts économisés. C'est une formule bête et simple. Et donc, tout cela est mis en place par différents arrêtés. Il faut aussi prendre en compte le fait que le dispositif évolue très souvent. Par exemple, cette année, on a déjà eu plus de 12 changements de fiches, soit au niveau des critères d'éligibilité de ces dernières, soit en termes de valorisation. Si l'État se rend compte qu'une fiche est trop utilisée ou qu'elle n'a pas vraiment le retour qu'il espère, il peut la déprécier ou l'augmenter pour pouvoir la favoriser. C'est dans ce cadre aussi que nous allons avoir ce qu'on appelle les coups de pouce, j'y reviendrai par la suite, qui sont des actions de l'État sur, par exemple, un secteur très précis. Nous voulons que la France change ses vieilles chaudières au fioul. Nous allons mettre en place un coup de pouce pour ces chaudières. Donc, les coups de pouce ne sont que pour les particuliers et ils permettent d'uniformiser les primes au niveau national, ce qui nous permet d'avoir la même valorisation pour un changement de chaudière au fioul à Montpellier qu'à Calais, par exemple, pour la situation extrême au niveau géographique. Ça, je reviendrai par la suite. Ensuite, il y a d'autres moyens de faire des C2E. C'est des opérations qui sont dites spécifiques. Et donc là, vous devez monter un programme, comme pour les programmes C2E qui ne concernent que 4% des C2E. Et donc là, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus à la demande, puisque vous n'allez pas rentrer dans un cadre. Donc, il faut voir ça directement avec l'ADEME et aussi auprès des différents acteurs qui vont pouvoir valoriser et valider surtout ces opérations-là. Donc, chaque année, il y a des programmes C2E qui sont lancés avec différentes entreprises. Donc, vous voyez, l'année dernière, dans le cadre de la formation, alors par exemple, c'est de la formation à l'éco-conduite, font partie du programme des C2E, après dans l'innovation et bien évidemment dans la précarité énergétique. Donc, concrètement, ce qu'on peut voir par rapport à cette slide, c'est que 90% des C2E délivrés le sont via des fiches d'opération standardisées qui sont simples à utiliser et qui permettent d'avoir un montant clair et défini. Donc,
Toutes ces fiches d'opération standardisées, puisque je vais m'attacher surtout à ces fosses, sachant que les autres secteurs ou les autres façons de travailler ne sont pas aussi simples que les fosses. Puis, à l'heure où je vous parle, au 1er avril de l'année dernière, nous avions 51 fiches pour la partie résidentielle, donc BAR, qui va concerner tout ce qui est résident donc pour du particulier. Sur le bâti tertiaire, on va avoir 48 fiches. Et de la même façon, vous allez retrouver l'agriculture, l'industrie et les transports. La partie réseau, quant à elle, s'attache par exemple au réseau de voirie et d'autres friches qui ne rentrent pas dans les autres secteurs. Donc, c'est un point important puisqu'elle couvre vraiment tous les C2E, couvre l'ensemble des secteurs. Et tant que vous soyez avec une maison particulière que dans une industrie, vous allez avoir plein de choses différentes, on pourra avoir une action spécifique à chaque fois avec les C2E. Voilà le coup de pouce dont je vous parlais, qui est vraiment une action spécifique renforcée sur certaines fiches qui permet d'augmenter donc le forfait. Alors, concrètement, quand vous êtes dans le cadre d'un projet C2E, il faut se poser la question de comment je peux arriver à monter un dossier C2E, à qui je vais demander cela, qui peut m'accompagner et concrètement, quel est mon choix et quel est mon objectif par rapport au C2E. Est-ce qu'on va être dans le cadre d'une réhabilitation globale et à partir de ce moment-là, qu'importe ce qu'on met en place, on aura une performance énergétique qui permettra de pouvoir avoir une éligibilité C2E en règle générale, ou est-ce qu'on est dans le cadre d'un process dans une industrie, par exemple, où là, on va se poser différentes façons par rapport au montage du dit dossier. Voilà, donc ça, c'est pas mal de choses à se poser en termes de questions avant de mettre en place son dossier C2E. Donc concrètement, je vais vous reprendre des fiches pour vous expliquer concrètement comment ça peut se passer et où ça s'attache dans les différents secteurs qu'on peut avoir. Donc là, par exemple, on est dans l'industrie. Donc, on va avoir tout ce qui est partie motorisation. Donc, quand vous êtes sur des moteurs, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des variations de puissance qui vont vous permettre d'économiser. Et donc, on va retrouver l'ensemble des moteurs qui vont pouvoir être éligibles à cela. On va avoir bien évidemment sur le chaud et le froid d'énormes économies d'énergie, que ce soit sur de la récupération de chaleur, que ce soit sur de la gestion, GTB, ce genre de choses. On va avoir plein de choses, bien évidemment. L'éclairage, qui est une part importante, même si aujourd'hui la LED permet d'économiser déjà beaucoup d'économies d'énergie et d'économies aussi au niveau argent. Et après, vous allez retrouver des fiches qui sont des fiches très particulières, notamment pour la partie isolation et les déstratificateurs d'air. Donc ça, c'est une partie industrie. Maintenant, si on s'attache donc au bâtiment, on va être sur la partie BAT, donc on est sur du tertiaire. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Donc, bien évidemment, ça va être sur tout ce qui est organes de chaud. Donc, on va avoir au niveau du chauffage, plus on a des bâtiments qui sont grands, plus ça va être intéressant parce qu'on va utiliser des mètres carrés. Mais ce n'est pas que des chaudières. Ça peut être bien évidemment des chauffe-eau solaires collectifs. Ça, c'est quelque chose qui marche pas mal. Et aussi des packs, donc des pompes à chaleur. Mais par exemple, pour reprendre ce que je vous disais encore une fois tout à l'heure, on ne va pas valoriser le froid comme dans le cadre d'une climatisation. Donc, c'est des packs, des pompes à chaleur qui sont de type RO ou OO et donc qui sont particulières, qui nécessitent un réseau hydraulique à mettre en place. Voilà pourquoi vous n'allez pas retrouver des pompes à chaleur RR dans le cadre des C2E. Ensuite, je fais une petite parenthèse par rapport à l'utilisation qui est faite. Quand on parle à chaque fois du secteur, c'est qu'on va s'attacher dans un site à essayer d'être le plus précis possible sur l'utilisation finale du bâtiment. Et vous pouvez très bien avoir dans une grosse industrie des parties bureaux, des parties industrie et des parties qui sont tout autres. Donc, il nous faudra à chaque fois choisir exactement et déterminer quelle sera la sectorisation pour chacun des types de travaux ou de projets que vous allez mettre en place. Et cela peut avoir une incidence encore plus forte. Par exemple, si nous sommes dans un hôpital, on va pouvoir prendre en compte ce qu'on appelle des groupes froids qui permettent de faire du froid, et pourtant qui ne sont très peu ou très mal valorisés par les C2E. Mais si on sait que ces groupes froids vont être utilisés pour des blocs, par exemple, et donc ce n'est pas du confort, mais c'est bien quelque chose qui est obligatoire, et bien à ce moment-là, on pourra valoriser de bien meilleure façon l'utilisation d'un groupe froid. Donc, c'est un point important à prendre en compte, c'est qu'à chaque fois, on va s'attacher à prendre vraiment la destination finale et l'utilisation finale du process, de ce qu'on essaye de faire en termes de travaux ou d'investissement. Vous allez bien évidemment retrouver toutes les fiches d'isolation, que ce soit pour les murs, les planchers bas, les combles ou toitures. Sachez aussi que vous avez des isolations qui sont prises en compte pour les toits terrasses. Alors, c'est beaucoup moins intéressant que pour des rampants ou pour
du remplant sous comble, parce qu'on va prendre en compte que l'isolation. Et comme vous le savez, sur un toit terrasse, vous avez un gros travail d'étanchéité à faire qui va coûter très cher. On continue rapidement sur les différentes fiches, toujours au niveau du tertiaire. Donc, comme l'industrie, on va retrouver aussi de la ventilation, de l'éclairage et du froid. Donc, comme vous le voyez, vous avez énormément de choses qui peuvent être valorisées. Alors, c'est toujours du matériel qui va être très qualitatif, qui est peu énergivore, pour rentrer dans les critères d'éligibilité de chacune des fiches. Alors, il faut le savoir, vous voyez à chaque fois sur le côté ou en bas, quand vous voyez le nom des fiches, donc BAT, qui est la partie tertiaire, TH, c'est la thermie, et le numéro de la fiche, 134. Je vous invite, on verra par la suite le détail des fiches, mais sachez que vous pouvez télécharger l'ensemble des fiches sur le site du ministère. Vous verrez, donc vous faites une recherche Google, vous trouverez le ministère de la Transition et du Développement durable, sur lequel vous avez l'ensemble des fiches qui sont téléchargeables et que donc vous pouvez télécharger très facilement. Alors, je vais revenir sur ce dont je vous expliquais aussi au départ concernant comment se passe concrètement une demande de certificat d'économie d'énergie et quand est-ce qu'on touche l'argent de ce dispositif. Alors, comme je vous le disais, le dispositif s'attache tout d'abord à mettre en place ce qu'on appelle un RAI, c'est un rôle actif et incitatif. Et pourquoi l'État demande à mettre et à prouver ce rôle actif et incitatif? C'est pour tout simplement la bonne raison que si on se rencontrait et que vous aviez déjà réalisé des travaux dans lesquels vous auriez pu valoriser des C2E, mais que vous avez fait les travaux puisque vous ne connaissez pas le dispositif, l'État indique que vous n'aviez pas eu d'argent pour atteindre des critères supplémentaires ou pour avoir une qualité énergétique supplémentaire sur les matériaux qui ont été utilisés. Donc concrètement, ça veut dire que vous n'avez pas eu besoin de cet argent. Par contre, si vous procédez de la façon inverse, c'est-à-dire qu'on est en amont, en phase APD ou APS, on regarde quelle peut être l'éligibilité, les préconisations qui sont faites par le dispositif. Et si vous-même, via vos CCTP ou autres, vous demandez des critères qui sont les bons critères du dispositif, alors on a pu prouver un rôle actif et incitatif. Concrètement, comment ça se matérialise? C'est soit si on a une affaire auprès d'une entreprise où on a des petits travaux à valoriser, on va envoyer une lettre recommandée pour pouvoir dire au pôle national des C2E dont je vous parlais en préambule, nous avons bien la preuve que nous avons envoyé ce courrier à ce moment-là et que par la suite, un devis a été signé avec les bonnes qualifications et les bonnes préconisations qui ont permis d'atteindre le dispositif des C2E. Donc, par la suite, il y a de l'argent et donc ce dispositif permet de valoriser cela. Donc, une fois qu'on a pu prouver ce rôle actif incitatif, donc via lettre recommandée ou par exemple, si on fait une grosse réhabilitation, on va mettre en place ce qu'on appelle un contrat cadre, une convention qui va pouvoir permettre de valoriser l'ensemble des travaux, notamment quand c'est le cas sur des grosses réhabilitations. Ensuite, donc, on va pouvoir identifier la date de l'engagement. Donc, vous allez avoir un devis qui va être signé, un bon de commande ou toute autre chose. Et cela doit bien évidemment intervenir après le rôle actif et incitatif. Comme je vous le disais, si on arrive au moment où vous avez un devis qui est signé et que vous dites est-ce qu'on peut avoir des C2E sur ces travaux-là, je ne pourrai rien faire car on ne pourra pas prouver le rôle actif et incitatif qui aura été fait en amont. Ensuite, donc on va avoir la période des travaux avec le début et la fin des travaux. Donc nous, en tant qu'entreprise délégatrice, on va prouver le rôle incitatif, on va récupérer le devis, le bon de commande, après si on est sur un marché public, ça sera d'autres éléments. Et surtout, on va récupérer toutes les informations de fin de travaux. Donc en général, vous allez avoir une facture, ça peut être un PV de réception, qu'importe. Et donc, à la suite de tout cela, on va émettre une attestation sur l'honneur. C'est un document qui est envoyé aux bénéficiaires et qui va bien reprendre les travaux qui ont été mis en place et valider auprès du bénéficiaire que cela a bien été fait dans les règles de l'art, comme conformément à ce qui a été décidé par la suite. Et donc, grâce à tous ces documents, on va compiler la liasse administrative qui va pouvoir être envoyée auprès du pôle national des C2E et permettre la finalisation du C2E. Donc, vous comprenez au travers de cette frise et des différentes étapes qui sont un peu fastidieuses, en tout cas qu'on ne peut pas louper, l'intérêt de se faire accompagner par des professionnels dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. On reprend un petit peu la genèse. Donc, le rôle actif incitatif, comme je vous le disais, c'est le plus important. Après, vous avez l'engagement. On valide tout ce qui est preuve
capacité plutôt d'éligibilité. Donc, par exemple, si vous êtes sur une isolation, si vous êtes un R de 6, eh ben, on va vous indiquer qu'il faut un R de 7. Ça, c'est un point très important pour bien faire les travaux dans la règle de l'art. Après, on va récupérer les preuves, les justificatifs et l'attestation sur l'honneur. Et donc, tout cela, c'est le fameux liasse administrative en question. Alors, concrètement, la question, c'est à qui vous voulez vous adresser en fonction de votre type de travaux. Donc là, j'ai répertorié l'ensemble des différents acteurs en fonction de ce que vous souhaitez faire et de quelle est la typologie de votre société, de votre façon. Et donc concrètement, vous allez voir qu'en fonction de si vous avez une bonne connaissance dans le cadre des C2E ou pas, est-ce qu'il est intéressant de se faire accompagner, soit par l'ADEME si vous êtes sur un projet ADEME, soit par une entreprise de secteur privé qui va être un délégataire, ou directement par un obligé si vous avez des très gros budgets, ou si vous avez des personnes qui peuvent être dédiées pour faire ce travail. Concrètement, aujourd'hui, pourquoi les sociétés délégatrices existent, c'est qu'elles sont des facilitateurs et elles permettent de pouvoir récupérer l'ensemble des dossiers, de pouvoir adresser tout dans les règles de l'art auprès du PNC2E. Sachant que si vous avez fait tous les travaux, vous avez tout compilé, vous envoyez tout au PNC2E et qu'il ne valide pas parce qu'il manque un petit alinéa ou un critère d'éligibilité n'a pas été bon, à partir de ce moment-là, tous les C2E passent à la poubelle, entre guillemets. Donc, il ne faut vraiment pas se louper, si je peux dire cette expression. Donc, concrètement, quand est-ce qu'on va pouvoir toucher le financement? Donc, il y a différents types de financement. Il y a le mode direct et indirect. Alors, quand on parle du mode indirect, c'est par exemple le cas le plus important, c'est l'isolation à 1 euro. Donc, concrètement, vous êtes un particulier, vous avez une entreprise d'isolation qui vient vous démarcher et vous n'avez pas à émettre quoi que ce soit. C'est l'entreprise qui va, avec un obligé ou avec un délégataire, faire un partenariat qui va pouvoir valoriser les travaux en question et qui va pouvoir se faire payer. Mais par exemple, dans le cas de l'isolation à 1 euro, comme l'ensemble des travaux sont pris en compte, le particulier ne payerait. Donc là, on parle du mode indirect. Donc ça existe sur l'isolation, mais ça existe sur toute autre chose. On travaille bien évidemment beaucoup avec les installateurs, dans le cas de froid, de chaud, qui enlèvent le montant des C2E sur leur devis. Donc ça laisse une moins grosse facture aux bénéficiaires pour le final. Après, vous avez bien évidemment le mode direct, ça veut dire que vous mettez en place une convention avec un délégataire ou avec un obligé qui vous permet de recevoir directement le montant des C2E. Donc, dans ce cas-là, vous avez bien évidemment un aspect trésorerie important à prendre en compte, puisque, comme vous l'avez compris, entre le moment où vous déposez, vous avez finalisé les travaux et le moment où vous allez toucher l'argent, il peut se passer entre 3 et 4 mois. Donc, c'est un point très important à prendre en compte. Alors, je vais revenir sur les fosses. J'espère que c'est assez, puisqu'on ne voit pas grand-chose. Oula. Voilà. Donc ça, c'est une fiche d'opération standardisée. Donc, c'est la barre EN 101, une des premières fiches. Donc, BR, elle s'attache à la partie résidentielle. Donc, vous allez avoir concrètement sur la fiche le secteur qui va être mis en place. Donc, là, concrètement, c'est bâtiments résidentiels existants. Donc, bien évidemment, toujours avoir un bâtiment qui a plus de 2 ans, c'est la base. Ensuite, la dénomination, donc c'est la mise en place d'une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture. Donc, c'est des travaux qui vont être pouvoir valorisés. Quelles sont les conditions pour pouvoir être éligible? Alors, concrètement, on va parler du R, c'est la résistance thermique. Et on va avoir un R de 7 si on est en comble perdu ou un R de 6 si on est en rampant de toiture. Dans le cas d'un professionnel, dans le cas d'un particulier, il faut que l'isolation soit faite par un professionnel qui soit RGE, par exemple. Et donc, vous allez retrouver l'ensemble des qualifications, des critères d'éligibilité sur cette fiche. Et au dos de la fiche, vous allez retrouver le petit tableau que vous voyez sur la droite qui permet de calculer concrètement combien je vais pouvoir économiser d'argent si je mets en place des C2E pour ces travaux-là. Donc aujourd'hui, si vous avez une maison à Montpellier, vous serez en H3. Si vous êtes à Toulouse, vous êtes en H2. Si vous êtes à Lille ou à Paris, vous êtes en H1. Vous prenez l'énergie de chauffage après travaux. Donc si vous avez chez vous une pompe à chaleur, ça sera de l'électrique. Si vous êtes sur du fioul, ça sera du combustible. Et on va multiplier par le nombre d'isolants. Donc là, par exemple, on pourrait avoir tout à fait le cas d'un logement en électricité qui a 10 mètres carrés en H1. Donc, ça lui fait 15 000 kW QMAC. Et ces 15 000 kW QMAC, il va les multiplier par le prix QMAC. Et ça va vous donner un argent, de l'argent, simplement. Donc, c'est ce que je viens de
vous indiquer. Un point important, la durée de vie conventionnelle de tous les éléments qu'on va mettre, donc, notamment l'isolation, vont avoir une durée de vie qui va être prise en compte, donc notamment 30 ans. Pour les LED, ça va être 23 ans. Pour les chaudières, on va être sur l'ordre de 12 ans. Donc, au fur et à mesure, vous avez des durées de vie qui sont prises en compte dans les calculs. Un point qui est important aussi, c'est la preuve de réalisation. Donc, la preuve de réalisation, c'est ce qu'on va demander sur le devis, sur la facture, pour pouvoir être certain que les travaux ont été faits dans les règles de l'art. Donc là, vous voyez qu'il nous faut par exemple une assermie qui soit claire avec la délivrance. Voilà, il faut certains éléments. Donc, tout le monde ne peut pas prétendre à faire des travaux qui rentrent dans les C2E, notamment chez les particuliers où il faut être RGE. Il faut savoir, par exemple, que cette qualification RGE n'est pas obligatoire quand on travaille dans le tertiaire. Si vous prenez la BAT EN 101, qui est exactement la même fiche, mais pour la partie tertiaire, vous n'avez pas besoin d'être RGE. Voilà. Et donc, vous allez retrouver pour chacun. Donc là, vous avez un autre exemple concernant l'industrie. Donc là, c'est pour des matelas pour l'isolation de points singuliers. Voilà, en fonction de votre site, en fonction du type de secteur que vous utilisez, en fonction du poste, et ben vous allez pouvoir calculer le coût ou la rétribution qui va être faite via les C2E. Alors, pour reprendre, vous l'avez bien compris, les C2E sont très intéressants à de nombreux points. Donc, notamment puisque vous allez pouvoir bénéficier d'une aide directe, donc vraiment en euros. Donc, ça vous permet d'augmenter largement le retour sur investissement, le ROI, bien évidemment. Après, ce n'est pas que ça, parce que vous allez pouvoir gagner en confort d'usage. Donc, concrètement, aujourd'hui, quand on a des menuiseries qui sont dans le cadre des C2E, que ce soit des LED, que ce soit des chaudières ou autres, on va demander toujours quelque chose, des niveaux qui sont supérieurs à ce qui est fait, notamment toujours aujourd'hui de la RT 2012. On va plus proche de la future RT 2020, qui j'espère sera bientôt mise en place. Donc, en termes d'efficacité énergétique, on va être bien meilleur. Et bien évidemment, meilleur dans le cadre de la consommation d'énergie, parce que vous maîtrisez bien mieux vos dépenses quand vous avez de la réduction de coûts, et surtout via d'autres choses. On va penser notamment à tout ce qui est GTB, GTC, qui permettent de contrôler dans le cadre de grands bureaux ou autres, une gestion de l'énergie qui va vraiment être poussée. Donc ça permet de faire vraiment des très grosses économies. Mais que ce soit dans le cadre de l'isolation, par exemple, de réseaux hydrauliques, de réseaux tout autre, vous avez une réduction d'économie, une réduction d'énergie qui est importante. Et puis, bien évidemment, la valorisation du patrimoine, ça vous parle. Vous savez, la différence entre une étiquette A ou E pour une revente, c'est très important. Voilà, donc les 4 raisons de faire profiter de l'éco-prime au C2E à différents clients, tant au niveau de la maîtrise d'œuvre que de maîtrise d'ouvrage, bien évidemment. Donc, pour conclure sur cette formation, donc, comme on l'a vu, et comme je voulais le répéter, le C2E, le dispositif des C2E est encore assez peu utilisé, encore assez peu connu. Il tend de plus en plus, c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui assez nombreux, et ça va être le cas au fur et à mesure des années, même si ça fait plus de 11 ans qu'il est aujourd'hui existant, il est encore assez peu connu. Donc, grâce aux informations et surtout, je pense à tout le potentiel que vous avez pu voir par rapport aux prises en compte, c'est important de voir cela. Et ça permet concrètement, comme je vous le disais, d'avoir un ROI beaucoup plus rapide, une incitation aux économies d'énergie, qui est le nerf de la guerre aujourd'hui, une maîtrise au niveau du process de commande, parce que vous avez une qualité, une rigueur dans la commande, vous devez respecter à chaque fois différents critères d'éligibilité, ce genre de choses. Et bien évidemment, comme je vous le disais, au niveau de la prescription technique, on va être sur des choses qui sont bien plus performantes. Donc aujourd'hui, pour finaliser sur le dispositif des C2E, comme je vous le disais en préambule, encore trop peu utilisé et qui gagne à vraiment permettre un réel changement dans le cadre de la gestion et des synergies qui peuvent être données dans le cadre de la gestion de l'énergie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez avoir plus d'informations, comme je vous le disais, sur le site du ministère écologiesolidaire.gouv, politique certificat d'économie d'énergie. Vous retrouverez dessus toutes les informations, comme les fiches, comme les programmes spécifiques. Vous avez absolument toutes les informations possibles. La T2E et bien sûr l'ADEME pour les différentes actions qu'elles peuvent avoir. Elles ont chacun un site dédié pour l'aspect C2E. Voilà, je vous remercie et je vous laisse donc poser vos questions via le petit Q et R qui se trouve au niveau de votre programme, si ma mémoire est bonne.
Alors, où vous pouvez trouver les FOS? Alors, les FOS, donc les fiches d'opération standardisées, vous pouvez les trouver, comme je vous l'indiquais, sur le site du développement durable. Donc, vous l'avez ici, vous recevrez ma présentation. C'est écologiquesolidaire.gouv. Il suffit que vous mettez C2E et gouvernement sur Internet, vous y aurez très facilement accès. Et dedans, vous verrez, il y a ce qu'on appelle le catalogue des FOS, des fiches d'opération standardisées. Et donc, vous pouvez les télécharger tout simplement. Ensuite, pouvez-vous envoyer le support? Oui, il sera envoyé via la mise en place. Je ne sais pas exactement comment ça sera. Oui, oui. Si vous nous fournissez, on vous enverra le support et on le transmettra à l'ensemble des participants. Monsieur Maté. Alors, peut-on calculer facilement l'économie qui sera gérée par un particulier? Alors oui, on peut facilement le faire pour un particulier, pour les fiches les plus simples, c'est-à-dire les fiches d'isolation. Après, dès qu'on rentre dans des fiches qui sont un peu plus techniques, ça va être de plus en plus compliqué, car on va vous demander beaucoup d'éléments. Donc, vous pourrez regarder sur la BAT EN101 ou BAR plutôt EN101 ou 102 ou 103. Vous verrez, les calculs sont très simples. Vous avez donc ce qu'on appelle la zone géographique, H1, H2, H3. Vous avez l'énergie de chauffage électrique et combustible, et vous multipliez tout simplement par le nombre de mètres carrés. Donc voilà, ça c'est très simple. Après, pour savoir concrètement combien vous allez pouvoir vous faire acheter les C2E, en règle générale, vous allez forcément passer par un délégataire si vous êtes par un particulier ou par une entreprise installatrice qui prendra pour vous la plus-value ou la moins-value par rapport à cela. J'espère avoir été clair. Alors, dans le cadre d'une copropriété, quel sera le calcul d'éligibilité globale par propriétaire locataire? Alors, pour la question d'éligibilité, ça sera au niveau de l'éligibilité technique. Ça veut dire que si vous respectez, par exemple, dans le cadre de l'isolation, vous allez pouvoir avoir des travaux qui seront éligibles. Après, j'imagine au travers de votre question, c'est qu'est-ce qu'on va prendre dans le cadre du coup de pouce, parce que vous pouvez rentrer dans le cadre du coup de pouce quand vous êtes dans une copropriété. Alors, concrètement, on va prendre chacune des fiches, que ça soit si c'est un locataire, ça sera le locataire. Si c'est un propriétaire, ça sera directement le propriétaire. Je rappelle aussi que ça sera propriétaire et locataire. Chacun des deux ont accès au dispositif. Et donc, concrètement, si vous avez des locataires dans le cadre d'une copropriété qui sont en précarité énergétique, vous allez avoir un doublement de la prime, par exemple, pour eux. Donc, c'est très important de pouvoir avoir les fiches, entre guillemets, la partie impôts des locataires ou des propriétaires. Ensuite, donc, dans le cadre d'une rénovation complète, si on souhaite améliorer à la fois l'isolation, le système de chauffage, quel est l'acteur qui est capable de remplir parfaitement le dossier pour ne pas risquer un refus de financement? Concrètement, c'est les délégataires qui vous permettront de faire ça. C'est vraiment leur rôle, car ils vont vous permettre de pouvoir vous accompagner au fur et à mesure avec surtout les différents dossiers, les différentes problématiques que vous allez rencontrer à la fois sur la partie isolation, à la fois sur la partie chauffage. Donc, faites-vous accompagner par un délégataire, faites-vous accompagner par une société, soit maîtrise d'œuvre qui a un partenariat avec un délégataire. Parce que quand vous allez essayer de faire de la rénovation globale, ce qui est le plus intéressant, par exemple, dans le cadre des C2E, vous allez avoir plein de paramètres, plein de dossiers à gérer. Donc, faites-vous aider, sachant que c'est quelque chose, comme vous l'avez compris, qui n'est pas simple à gérer tout seul, surtout si on est un particulier. Alors, des tableurs récap, je ne saurais pas vous dire. Vous retrouverez des informations, surtout auprès de la T2E, pour des informations principales. Après, sur des tableurs récapitulatifs par rapport aux fiches d'opération standardisées ou par rapport à d'autres choses, vous ne les trouverez pas. Je peux vous envoyer certaines choses, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me poser la question en message privé par la suite, mais vous n'allez pas retrouver de choses très synthétiques, parce que comme vous l'avez compris, à chaque secteur, à chaque type de travaux, à chaque façon de faire, vous avez quelque chose de différent qui s'active, donc c'est vraiment très particulier. Alors, est-il envisagé une date, une période d'achèvement approximative du mécanisme de C2E et de sa bourse? Alors, concrètement, la visu qu'on avait sur ce secteur était au départ 2020-2030. Concrètement, récemment, il y a eu de nouvelles lois qui ont été mises en place, et donc aujourd'hui, on est clairement sur un horizon 2050, sachant qu'au départ, le C2E était calculé pour aller jusqu'en 2030 au début. Aujourd'hui, on est clair qu'on est sur un horizon 2050. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est une subvention privée qui permet de générer énormément d'économies d'énergie et qui génère énormément d'argent auprès des acteurs, donc qui permettent réellement d'avoir un impact.
c'est quelque chose, il faut le reprendre, qui est supporté par l'ensemble des Français. Donc, c'est une toute petite taxe quand vous allez acheter votre essence, quand vous payez vos factures, et qui permet de faire après des choses beaucoup plus grandes. Donc, c'est le dispositif qui a permis aujourd'hui d'avancer le mieux depuis quelques années. Surtout, c'est un dispositif qui est européen à la base, même s'il est franco-français après chacun des pays. Et pour vous donner un ordre d'idée, le modèle qu'a utilisé la France, celui des C2E, sachant que dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne, ils n'ont pas choisi de procéder de la sorte, déjà été pris en compte par quasiment 60% des pays européens. Donc, comme quoi le mécanisme des C2E est plutôt un bon mécanisme. En tout cas, il marche avec une certaine régulation. Je pourrais revenir sur ces points-là. Aujourd'hui, on a de plus en plus de contrôles qui ont été mis en place à certaines dérives, mais avec un marché qui arrive à terme, un marché porteur. Je pense que concrètement, on est au moins jusqu'à 2050. Et dernière chose qui peut permettre de pouvoir accentuer sur ce point, c'est que l'ADEME, via son programme FAIR et tous les services entre guillemets étatiques, profitent grandement des C2E, parce que quand ils ont besoin de faire une levée de fonds pour pouvoir faire des programmes et autres, ils génèrent effectivement des C2E qui sont rachetés par des obligés. Donc pour eux, c'est une manne providentielle. Alors ensuite, comment sont rémunérés les délégataires pour les particuliers et petits chantiers notamment? Alors concrètement, je pourrais vous répondre que pour ma partie en tant qu'entreprise délégataire, mais concrètement, les délégataires s'arrangent avec les obligés. C'est-à-dire que demain, par exemple, si nous avons un travaux commun, on vous dit votre méga, il est à 6,50 € du mégawatt, et ben, nous, on va le récupérer à 6,50 € du mégawatt et le travail qu'on va faire, qu'on va mettre en place le dossier, qu'on va conseiller bien évidemment, mais vraiment, ce qui va être le point d'ordre des C2E, c'est cette liasse administrative qui est complexe, vraiment très complexe à mettre en place. Donc, on va donner ça à l'obligé. Il va nous valoriser les C2E. En général, on est à 0,3, 0,5 du prix pour un méga. Donc, il faut bien prendre en compte que tout ce qui est fait en amont, tout l'accompagnement qui est fait par la plupart des délégataires est totalement gratuit parce que tous les délégataires, ceux que je connais, se payent après les travaux, puisqu'il faut que tout amène après les travaux, qui est ensuite envoyé au pôle national de C2E. Donc voilà comment sont rémunérés les délégataires, en tout cas mon délégataire que je représente. Après, il y a toutes les façons de faire dans le cadre des C2E. Donc, vous verrez en fonction. Sachant qu'en général, pour ce qui est des particuliers, des petits chantiers, ce qui est le plus commun, c'est faire appel à une entreprise prestataire ou un installateur qui, elle, a un partenariat avec une entreprise mandataire, plutôt une entreprise délégatrice. Donc, dans ce cadre-là, vous pourrez utiliser les C2E au travers de cette entreprise-là. C'est surtout plus simple pour vous de valider un devis à 1 000 € qui est au départ de 5 000 € parce que cette personne-là va prendre en compte la capacité de trésorerie, le débours de trésorerie qu'il va avoir avec le délégataire. Donc, pour vous, en tout cas, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, en tant qu'architecte, j'ai utilisé le mécanisme pour une rénovation de toiture avec isolation, 1500 mètres carrés. Chaque acteur avait son délégataire. L'entreprise a proposé la meilleure rémunération C2E, un tiers de plus que celui de la région. Pourquoi de tels écarts de rémunération? Alors, il y a d'énormes écarts de rémunération dans les C2E, tout simplement puisque vous avez différents acteurs et certains acteurs qui sont un peu sur tous les niveaux. En Engie ou EDF, ils sont à la fois obligés, ils sont à la fois délégataires et ils sont à la fois, entre guillemets, bénéficiaires. Donc, concrètement, quand vous avez des contrats, soit P1, P2, P3, soit quand vous avez Engie qui vient faire des travaux, si vous ne faites pas attention à comment sont valorisés les C2E dedans, ils seront toujours valorisés au plus bas. Donc, aujourd'hui, il y a des prix qui sont pratiqués à 4-5 € sur des C2E, sachant qu'eux, après, vont les récupérer. Pour eux, c'est une manne qui est entre 7 et 8 €. Donc, il faut vraiment être attentif là-dessus. Et après, il y a vraiment une concurrence très féroce en ce moment sur la partie C2E. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est le prix, bien évidemment, mais le plus important dans les C2E, c'est l'accompagnement. Parce qu'on peut vous promettre 10 € du mégawatt C2E, du moins QMAC. Si concrètement, on n'a personne pour vous accompagner, pour vous dire, eh ben là, il vous faut un RAI, là, il vous faut tel élément sur le devis ou l'appel d'offres, il faut faire telle façon. Dans votre CCTP, il faut telle mention et telle mention. Concrètement, à la fin, vous pourrez avoir fait tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas respecté les principales normes dont je vous parlais, ben, votre dossier ne sera pas validé par le pôle national, donc il ne vaudra rien. Il faut vraiment prendre en compte le fait que vous n'avez pas d'argent tant que le pôle national des C2E n'a pas mis son tampon dessus. Donc, ce qui est le plus important, c'est de correspondre aux différents critères. Et ce que je m'attache à chaque fois à répéter au maître d'ouvrage ou à la maîtrise d'œuvre, c'est faire très attention, être le plus en amont possible des dossiers
pour bien avoir tous les critères techniques qui soient mis en avant, qui soient mis dans les CCTP. Donc après, tout roule, on a juste à récupérer des éléments et on ne retourne pas, que ce soit la DPGF ou ce genre de choses, où on revient en permanence pour demander des nota bene ou ce genre de choses, et ça devient après très complexe. Donc voilà concrètement ce qui explique les différences de rémunération dans le monde des C2E. Alors, est-ce qu'il vous reste des questions? Je pense qu'on est bon. A priori, nous sommes bons. Écoutez, je tenais à vous remercier pour… Ah, non. Pour cela, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous avez mes coordonnées, ou si vous souhaitez aller plus loin dans le mécanisme C2E. Après, comme je vous l'indiquais, rapprochez-vous du gouvernement et auprès des différents acteurs pour essayer d'avoir un maximum d'informations dans ce monde qui est un peu parfois complexe, et de pouvoir retrouver vos petits et pouvoir utiliser ce dispositif et pas l'inverse. Voilà. Et bien, écoutez, je vous remercie. Je vous recevrai donc le support prochainement via ILO Formation. Merci à tous. Oui, donc nous enverrons donc le support et nous essaierons aussi d'envoyer la vidéo, en fait. Si on n'a pas de problème technique. Voilà. Et vous recevrez donc aussi une attestation de formation complémentaire via Zoom, en fait. Hein. C'est le mail de Zoom que vous allez recevoir à la suite, en fait, de la web, qui est l'attestation de formation complémentaire. Voilà. Voilà, merci à tous. Alors, dans le chat, j'ai une question. Je ne sais pas si vous avez vu, Colin, peut-on cumuler C2E et autres aides? Oui. C'est important, c'est que le C2E étant un dispositif privé, il est cumulable avec toutes les aides publiques. Un point important, notamment les aides à l'agriculture. Toutes les aides publiques sont cumulables avec les subventions parce que c'est des subventions privées. Voilà. Bon. Dans le chat, Madame Raybois, elle dit, est-ce que c'est possible avec l'ANA? Alors, l'ANA, non, c'est le seul paramètre, c'est pour ça que je vous l'avais mis plus en haut. Il a une spécificité, du moins cette agence a une spécificité, c'est qu'elle fait des C2E. Donc, dès que vous avez un projet qui est intitulé ANA, dedans, vous avez une partie C2E que vous ne voyez pas, mais qui est inclus dans l'offre LANA. C'est le seul point que vous ne pouvez pas avoir. Vous ne pouvez pas compiler en plus, c'est LANA. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hop, vous pouvez poser vos questions aussi via l'onglet QR, en fait. Hein. Ah oui. Oui, complexe, oui. Je peux aussi faire le podcast, j'y avais pas pensé. Les C2E, oui. Voilà, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Oui, tout à fait. Merci, merci à tous. Merci à vous, Colin. Bonne soirée. Et, bonne soirée, puis à une prochaine fois, en septembre. En septembre. En septembre. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.